Merci de suivre BF1, merci de suivre Leçon de vie. En 1966, suite à un soulèvement populaire, l'armée voltaïque est appelée à assumer les responsabilités du pouvoir d'État. Sangoulé Lamizana devient président. Face à la conjoncture, il a besoin d'un ministre des Finances compétent. Aujourd'hui, notre invité dans Leçon de vie est un général de division 3 étoiles. Son parcours atypique, il a marqué et continue de marquer l'histoire du Burkina Faso. Zoom. Tiemoko Marc Garango, intendant général de première classe, est né le 27 juillet 1927 à Gawa, au Burkina Faso. Il sera tour à tour officier d'actif dans l'armée française, ministre des Finances et du Commerce de la Haute-Volta, ambassadeur en Chine, en Allemagne, aux États-Unis, en Suisse, au Brésil, pour ne citer que ces pays. Gouverneur du FMI, le Fonds monétaire international, de 1966 à 1976, président de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de 1968 à 1970. Au plan national, il est président de la Commission permanente de concertation État-secteur privé depuis septembre 1992 et a été le premier médiateur du Faso. Le métier des armes a certes ouvert les portes de la vie professionnelle au général Marc Garango, mais son passage au ministère des Finances et du Commerce va lui forger une image et une réputation exceptionnelles. Il contribuera sous le régime du président Sangoulé Lamizana à redresser les finances publiques et à moderniser le fonctionnement de l'économie. Sa politique fut marquée par une austérité dont d'anciens salariés n'ont pas totalement oublié la saveur, mais à laquelle le tissu économique actuel du Burkina Faso continue de devoir. Séduites par la rigueur de sa gestion des biens de l'État, les populations lui forgent un néologisme, la garangose. Les cadres de nombreux ministères continuent de bercer leur carrière au rythme de l'application des principaux textes dont le général a supervisé l'élaboration. Régime financier de l'État, code des douanes, politique des prix, régime des importations entre autres. Il a conçu, développé ou nationalisé la Loterie nationale burkinabé, l'ONAB, la Banque internationale du Burkina, BIB, la Société nationale d'assurance et de réassurance, SONAR, la Société burkinabé de crédit automobile, SOBECA. La liste est loin d'être exhaustive. L'ONAC, la CBC, l'OFNACER, la Sovolcom, la Chambre de commerce sont le fruit de l'immense capacité de réflexion et d'anticipation de l'invité de votre émission Leçon de vie. En somme, tous les Burkinabés doivent fermer les yeux pour ne pas lire le nom de Garango au bas de nombreux textes qui constituent pourtant aujourd'hui l'armature juridique du système financier et commercial du pays. Les fonctionnaires de l'époque le citent comme géniteur de l'ambitieux projet de construction de la zone du bois. Il est l'auteur de la nationalisation du secteur cinématographique qui place son pays à l'avant-garde dans le domaine de la politique du cinéma en Afrique. Dans la perspective de révolutionner les habitudes et les méthodes de travail en introduisant l'informatique au Burkina Faso, il finalise la mise en place d'un centre national de traitement de l'information, le Sénatrin. Capacité en droit, diplôme d'études juridiques générales, licence en droit, diplôme de l'école supérieure de l'intendance sont autant de parchemins décrochés avec brio par le général Tiemoko Marc Garango. Pour lui rendre hommage et pour outiller les jeunes cadres politiques de la sous-région afin qu'ils soient plus influents dans les partis politiques et partant dans la vie politique de leurs pays respectifs, l'Institut général Tiemoko Marc Garango a vu le jour à Ouagadougou le 13 octobre 2011. Dans la capitale burkinabé, à Ouagadougou précisément, une rue porte le nom de notre invité. Il a à son actif plusieurs décorations. Sur plus d'une dizaine, on peut citer Grande Croix de l'Ordre national, commandeur de la Légion d'honneur française, Grande Croix, deuxième classe de l'Ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne,
Grand cordon de l'Ordre national de l'étoile brillante de la Chine, décoration du pape Paul VI du Vatican. Marié, le fringant général est père de 2 enfants. Richard Tiennet, le général est à vous. Bienvenue dans les Leçons de vie générale. Est-ce que je dois vous appeler Général Garango ou Monsieur Tiemoko Marc Garango ou non. Excellence? Non, Général Garango. Général ça Garango. aussi c'est permanent. Parce que les autres appellations sont tout à fait conjoncturelles. Qu'est-ce qu'on doit entendre par général de division 3 étoiles? Ben, c'est-à-dire un général de division qui a 3 étoiles. C'est un officier général des forces armées de haut grade qui a 3 étoiles, puisqu'après il y a 4 étoiles et puis il y a 5 étoiles. Et vous avez un bâton de commandement, on ne vous voit jamais avec ce bâton de commandement? Ben, pour le moment, je suis à la retraite. Votre nom de famille est peu commun. Vous vous appelez Garango, du nom d'une localité en pays Bissa. Comment cela s'explique? On connaît plus les Bambara, mais Garango, cela paraît atypique. En fait, le nom Garango provient d'un quiproquo quand nos parents ont été incorporés dans l'armée. On leur a posé des questions, c'est tellement qu'on lui a demandé quel était son nom, lui il a compris quel était son village et il a donné le nom de Garango. Et c'est comme ça que Garango est resté, nous n'avons pas voulu changer, mais en fait nous sommes des Nyankinés, ou alors vous trouvez aussi des Bambara, vous trouvez des Bansé, enfin toute la région de Garango, quoi. Voilà. Il n'a pas été simple de vous avoir dans Leçon de vie. Qu'est-ce qui justifie cela? Vous êtes un peu réservé, c'est l'armée qui le fait? Non, comme je vous l'ai dit, moi je vais préserver tout ce qui est vie privée, parce que j'estime que chaque personne a une vie privée qu'on ne peut pas comparer à une autre, et ça n'apporte absolument rien aux autres. Chacun vit sa vie. Donc par conséquent, il vaut mieux voir l'essentiel qui est la vie professionnelle, la vie sociale. C'est pourquoi je suis hésitant. Quand on vous regarde, on n'a pas l'impression que vous avez 85 ans, vous ne vieillissez pas. Vous êtes toujours jeune et toujours bien habillé avec la gourmette. Ouais. La gourmette, c'est une parure pour vous. Quelle est sa valeur symbolique? Ben, la gourmette, bon, comme vous dites, c'est une parure. Quand c'est une parure, bon, c'est pour agrémenter sa tenue, sa présentation. On voit dans les photos que vous portez la gourmette depuis votre jeune âge. Est-ce aussi un symbole de séduction auprès de la jeune féminine? Oui, absolument, oui. Puisque quand on veut être bien présenté, c'est pour plaire aux personnes, et principalement à la jeune féminine. Et ça vous a réussi? C'est à vous de le dire, moi je ne sais pas. Alors, à quoi occupez-vous votre temps en ce moment? Parce que vous êtes à la retraite, vous venez de le dire, à quoi passez-vous votre temps? Mais vous savez, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, je suis l'officier général le plus ancien, vivant hein, bien sûr, plus ancien dans le grade le plus élevé. Et j'ai été mis à la retraite en 1998. Mais depuis 1998, vous avez vu que j'ai pu assumer encore des responsabilités. D'abord, j'ai conduit la commission permanente de l'État secteur privé pendant 14 ans, bénévolement. Sans salaire? Sans salaire. Ensuite, j'ai été médiateur du FASO, le premier médiateur du FASO pendant 5 ans. Et vous avez vu que j'ai été le président du conseil d'administration du Centre pour la gouvernance démocratique pendant 10 ans, que je suis le père spirituel de l'Institut général Tiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement. Et surtout pour la postérité. Et pour la postérité, la formation de nos jeunes politiciens, et puis les autres activités qui sont les conférences, ou alors d'autres occupations de parrainage, de patronage, ainsi de suite. Et vous avez un régime alimentaire strict, on nous l'a dit. Vous faites attention à ce que vous mangez depuis. Évidemment, moi je ne mange pas, généralement quand je vais dans la réception, je ne mange pas. Vous avez peur d'être empoisonné? Non, pas du tout, non, pas du tout. Non, c'est parce que dans la réception, ce n'est pas dans mon heure. Donc moi, mon heure de repas, quand il est dépassé, je n'ai plus faim. Donc par conséquent... Et à partir de quelle heure vous ne mangez plus? À partir de 14h, bon, mais je préfère... Vous ne mangez plus le reste de la journée? Non, jusqu'au soir. Jusqu'au soir? Jusqu'au soir. Et généralement, le soir, je fais un repas léger, soit avec la salade, la viande ou un œuf. Voilà. Et pas d'alcool? Ah, non, pas d'alcool, je ne peux pas vous mentir. Moi, je suis un militaire sans alcool,
Bon, ce n'est pas un militaire. Ah bon, mais vous êtes en train de nous dire que même les militaires musulmans qui sont dans les casernes, un peu d'alcool ne leur fait pas de mal. Ah, absolument pas. C'est un aliment de combat. On donne du vin aux militaires partout. Et même au combat, nous avons même de l'alcool des spiritueux pour mettre en condition le combat sur le plan spirituel, sur le plan physique. En 1966, nous l'avons rappelé en guise d'introduction dans cette émission, suite au soulèvement populaire, on a même envie de dire, rapatrié au pays pour assumer la fonction de ministre des Finances et du Commerce alors. Et quand vous êtes arrivé, vous avez, avec votre gouvernement, proposé une restriction budgétaire. Comment les populations ont accueilli cette nouvelle à l'époque? Bon, d'abord, comme vous l'avez souligné, le président de la mise en œuvre cherchait un ministre des Finances puisque personne ne voulait accepter le poste. Parce que les caisses étaient vides. La conjoncture ne le permettait pas. Donc, je suppose qu'en désespoir de cause, il a pensé à moi puisque j'étais en formation dans la gestion administrative, militaire. Il m'a appelé, mais il ne cherchait pas un ministre compétent, il cherchait seulement un ministre. Il n'a jamais pu le trouver. Donc c'est la raison pour laquelle on m'a rapatrié, comme vous le dites. J'ai été rapatrié. Vous étiez alors en formation en France? En France, oui. J'étais à l'école du commissariat de l'air quand j'ai été rapatrié. À l'époque, vous avez prononcé un discours mémorable. Nous avons fouillé et nous l'avons trouvé quelque part. Ah bon? Nous ne vous dirons pas où, mais nous avons fouillé loin. Ah ouais. Nous l'écoutons et vous allez commenter ce discours. D'accord. Avant de vouloir manger le fruit d'un arbre, il faut d'abord le planter et le soigner jusqu'à l'âge de la fructification. La Rhodes-Volta est un jeune arbre que nous devons bien soigner sous peine de manger des fruits amers. Voilà une vérité qui doit nous amener à considérer que l'austérité que nous pratiquons dans notre pays n'est pas une maladie honteuse, mais un mode de vie conforme à nos possibilités. C'est la politique de la sagesse, de la vérité et de la dignité. Tant que ces possibilités seront ce qu'elles sont, nous devons bannir les idées de grandeur, les fantaisies coûteuses et observer sagement la plus grande rigueur et la plus grande prudence dans notre gestion financière et économique qui commande, à n'en pas douter, tout le reste. En ce sens, qu'il n'y aura jamais de paix, de tranquillité et de stabilité politique et sociale dans un pays où règne le désordre financier et l'incohérence économique. Si ceci est compris de chacun de nous, nous cesserons de nous bercer d'illusions en pensant qu'il existe aujourd'hui des nations qui distribuent de l'argent sur la bonne mine des clients des pays pauvres. Nous cesserons de perdre notre temps à des inutilités pour nous consacrer dans l'ordre et la discipline au travail en vue de valoriser nos ressources et d'exploiter nos potentialités pour que nos enfants n'aient pas un jour à nous reprocher de n'avoir pas su leur préparer un avenir meilleur. Un discours qui reste d'actualité. Comment vous avez fait pour récupérer tout ça là? Nous l'avons récupéré sur un disque vinyle et nous avons ensuite traité le son. Ah, ça, c'est bon. Il reste d'actualité. Ce qu'on retient en écoutant ce discours, c'est que l'équilibre budgétaire à tout prix était pour vous un leitmotiv, n'est-ce pas? Non, mais l'équilibre budgétaire, enfin, ce n'était pas une fin en soi quand même. C'était un moyen Pas une fin. de gérer. Ouais, de gérer. Et comme vous l'avez dit, moi j'étais en France, on m'a fait venir. Je suis obligé de venir parce que je suis un militaire. Manu militari. J'exécute les ordres qui me sont donnés. Et je suis venu parce que le président de la mise en œuvre n'arrivait pas à trouver un ministre des Finances puisque tout le monde refusait de le faire. Moi, je ne pouvais pas refuser étant militaire. Bon, vous me demandez comment nous nous sommes comportés pour justement ce budget et pour faire accepter les mesures qui ont été édictées. C'est très simple. Quand nous sommes venus, nous avons vu la situation qui était pratiquement catastrophique sur le plan financier, sur le plan économique, même sur le plan socio-culturel, ainsi de suite. Donc, la première des choses, il fallait faire un budget pour l'année. Et ça, c'est la priorité qu'il fallait faire. Mais nous avons procédé de façon très simple. Nous avons monté un budget et à la façon des Grecs dans l'Agora, nous avons dit voilà, le budget, nous donnons à chacun, il n'a qu'à regarder et puis nous faire des propositions. Les syndicats ont pris,
ceux du membre du conseil consultatif ont pris. Dans les bars, on en a parlé. Dans les marchés, on en a parlé. Et on nous a fait des propositions. Ça a fonctionné comme ça, de façon assez démocratique. Démocratiquement, voilà, la démocratie directe. Donc, ils ont proposé, nous avons regardé, nous avons dit, bon, mais cette partie est acceptable parce que cette partie n'est pas acceptable parce que... Et nous avons fini par mettre en place un budget consensuel qui a été présenté au conseil consultatif. Et en plus de ce budget consensuel, nous avons institué la contribution patriotique. Et cette contribution patriotique a été mise en place et a eu un grand succès, puisque derrière vous, vous avez le lycée de mix de Goungen, qui est le lycée de jeunes filles que nous avons construit avec les reliquats de la contribution patriotique, puisque la contribution patriotique servait essentiellement à dégager l'État par rapport au secteur privé qui était complètement asphyxié par le non-paiement des créances de l'État. Et ça vous a aidé également dans le lotissement de la zone du bois? Alors donc, ça c'est dans le cadre de la politique générale, c'est-à-dire pour décharger l'État de logement des cadres. Bon, nous avons fait cette opération de la zone du bois, qui est une opération que je peux considérer comme la plus exceptionnelle, parce que tout a été fait de bout en bout, jusqu'à l'électricité, l'eau, les caniveaux d'évacuation, ainsi de suite, et les terrains que nous avons donnés pratiquement gratuitement aux jeunes, des prêts qui étaient gratuits, et nous avons pris la précaution de leur proposer des plans dont nous avons suivi l'exécution jusqu'à la fin. De cette politique rigoureuse dans la gestion des fonds est né un terme, un mot, la garangose. Qui en est l'auteur et qu'est-ce que signifie la garangose de façon plus explicite? Plus explicite, c'est comme... vous savez, la garangose, je dirais que c'est vraiment très simple. C'est un style de vie. C'est-à-dire, il faut vivre selon ses moyens. Il faut bien gérer ses moyens. Et il faut s'imposer les rigueurs, la discipline nécessaire et ne pas voir plus loin que ce qu'on peut faire. Donc si on suit ces principes, c'est de l'austérité, mais adapté aux capacités, aux moyens pour pouvoir atteindre les objectifs de développement. Voilà. Donc en fin de compte, c'est un style de vie. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont des esprits malins pendant la période, si vous voulez, d'austérité, qui ont considéré que cette période était la garangose. Et il y en a qui ont dit, oui, mais pour guérir la garangose, il nous faut des CFA, la céphaïne. La céphaïne comme antibiotique. Voilà, antibiotique pour guérir la garangose. Okay. Mais ça a été une garangose qui a été acceptée par tout le monde. Et c'est comme ça que nous avons réussi, parce que c'était une action de tout le peuple. Et ça, je crois que c'est très caractéristique de cette période-là. La voltaïsation des capitaux, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, le nationalisme économique sont des expressions dont la paternité vous est aujourd'hui attribuée. Nous allons suivre à présent un extrait de quelques proches amis, des membres de vos familles, de votre famille, qui se prononcent sur vous. Quel genre d'homme est le général Thiemoko Magarango? Voilà ce qu'ils disent exactement. Le père du général Thiemoko Magarango est l'aîné de mon père. C'est une personnalité dont j'ai entendu parler déjà quand j'étais élève dans les petits cours d'histoire constitutionnelle ou politique du Burkina Faso. Le général Thiemoko Magarango est mon oncle maternel. C'est l'aîné de ma maman. Comme personne dans mon entourage, pour moi, il a une référence. J'ai eu le privilège et l'honneur de connaître le général. À l'époque, il était intendant militaire en 1966. Vous savez que le gouvernement de Sangoulé Lamizana est arrivé à la suite de celui de Maurice Yamigo. Lorsqu'ils sont arrivés aux affaires, ils ont trouvé que les caisses étaient vides. Pour enflouer les caisses, le général a inspiré une mesure d'abattement des salaires de 20%. C'est quelqu'un que nous continuons d'apprécier très bien et qui
qui a renoué très bien avec la famille malgré sa longue absence. Même sur le plan alimentaire, c'est un homme très discipliné. Il est aussi un exemple pour les générations montantes. Et moi, mon souhait, c'est qu'il continue à donner l'exemple. Tonton Marc, je vais te dire que je t'aime beaucoup. Je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire, ou je n'ai pas souvent eu l'occasion de te le dire. Si je pouvais être chez toi tous les jours, je l'aurais fait. Je demande à Dieu de vous garder en vie aussi longtemps que possible pour que je puisse continuer à bénéficier et de vos conseils et de votre amitié et de votre estime. Si j'avais l'occasion, je vous aurais dit deux choses. La première chose, c'est que je suis tout le temps sous pression quand je suis en contact avec vous. Et sous pression, pas par crainte, mais par cette crainte révérentielle de ne rien mal faire devant vous. Mais deuxième chose que je vais dire, j'adore votre personnalité. Alors, réaction face à toutes ces appréciations positives de votre personne? Bon, ce que je peux dire, moi je ne peux pas leur dicter leur pensée, mais ce qui est certain, c'est que ces personnes ont respecté la tradition, surtout chez les Bissa, où vous avez constaté que je suis leur cousin ou leur oncle. Or, dans la tradition Bissa, l'oncle et le cousin passent avant le père et après les frères utérins. Et vous voyez, mes sœurs me respectent et j'en suis content, ce qui n'est pas le cas pour les garçons qui sont des rebelles ou alors qui se comportent hors des traditions de notre société. Monsieur Germain Lama, on s'est rencontré, enfin, la première rencontre est bizarre. J'étais devant ma porte là et il venait chercher où habitait monsieur l'ambassadeur Mensa. Bon, il m'a posé la question, moi je ne le connaissais pas. Je lui ai dit, bon, mais il est là, je vais vous conduire chez l'ambassadeur qui habitait à côté. Et c'est comme ça que je l'ai amené. Et vous l'avez amené vous-même? Ah oui, c'est à côté. Bon, donc depuis lors, nous avons eu des relations. Quant au professeur Soma, il est le directeur exécutif de l'Institut général Temoko Mar Garango pour la gouvernance et le développement. Bon, c'est un jeune homme à 33 ans qui est arrivé au sommet pratiquement de la formation, puisqu'il est professeur agrégé des universités, il est président des associations des constitutionnalistes, et ainsi de suite. Donc par conséquent, c'est un jeune homme qui rend beaucoup de services au pays et à mon institution en particulier. Et voilà. Un autre collaborateur qu'on peut présenter, Lassine Diawara. Ça vous dit quelque chose, le nom? Ben, bien sûr. Lassine Diawara, d'ailleurs, dans mon livre, vous le verrez avec moi. Quand on m'a demandé d'assumer la fonction de président de la commission permanente de concertation État-secteur privé en raison de mes critères de qualité, d'impartialité et de compétence, bon, la première personne que j'ai rencontrée à la Chambre de commerce, c'était Diawara. Je l'ai pris comme rapporteur, donc c'est lui qui était vraiment l'élément fondamental de la marche de l'institution. Et nous avons travaillé ainsi pendant, je crois, 6 ans ensemble, avant que chacun parte de son côté. Il dit qu'à vos côtés, il a beaucoup appris. Ben, pendant 6 ans, oui, nous avons travaillé. Il a beaucoup appris. Parce qu'en tant que rapporteur, c'est lui qui avait l'essentiel de la charge, la marche de cette institution. C'est un homme non seulement qui est compétent dans son domaine, qui est très actif et qui est très imaginatif aussi, puisqu'il a ses activités propres et les activités socio-professionnelles qu'il exerce dans plusieurs sociétés, et ainsi de suite. Donc ça prouve que c'est un élément de grande valeur. Je ne peux que lui souhaiter un bon avenir. Témoignage. Concernant le général Marc Garango, je dois dire que je l'ai plutôt rencontré dans les années 1974, quand je venais juste de commencer à travailler comme cadre à la Chambre de commerce de Haute-Volta. Et à l'époque, nous avons organisé une semaine commerciale où lui, ministre des Finances et du Commerce, avait donc procédé à l'ouverture de cette semaine. C'était l'occasion pour moi
qui n'espérait pas tant, jeune cadre, de l'approcher pour un peu donner des explications au cours de la visite des stands. Peut-être qu'il ne s'en souvient même plus. Alors, mais c'est comme ça que je l'ai rencontré, que je l'ai connu. Mais véritablement, je dois dire que c'est dans les années 90, précisément en 92, quand on a mis en place la commission de concertation État-secteur privé, dont il était donc le président et moi-même rapporteur de cette commission, que nos relations sont devenues beaucoup plus intimes et émaillées d'estime réciproque. Il a un leadership confirmé. C'est un homme d'équipe qui sait animer les équipes et tenir le cap, vous permettre, malgré les courants qui peuvent s'exprimer dans son équipe, d'aller vers le but. Et comme c'est lui-même, il donne lui-même l'exemple par le travail, et il y a donc une autorité naturelle qui se dégage, qui motive tout le monde à faire le travail parce qu'il donne l'exemple lui-même. Et c'est un homme avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, à m'inspirer de son expérience immense. Je dois dire que notre pays a eu la chance d'avoir cet homme qui, à mon avis, à l'époque, a fait un travail énorme. On n'entendra pas le général Garango dire « notre pays n'a pas ceci, n'a pas grand moyen ». Il n'avait pas, ce n'était pas son souci. Pour lui, le Burkina était riche de ses hommes et nous étions à égalité avec tous les pays du monde. Je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, sur le plan personnel, je voudrais d'abord que certainement ce soit un homme qui réserve ses réflexions de plus en plus pour lui-même et en privé, parce qu'il représente une sorte d'icône et de référence. Ça me gênerait que, quand il a une prise de position en public, d'entendre les gens donc dire certaines, proférer des critiques à son encontre, qui parfois ne sont pas justifiées parce que nous ne connaissons pas l'homme. Alors ça peut me gêner, donc je lui dirais qu'il peut faire des réflexions dans des cadres bien précis. Ça c'est pour moi-même, parce que ça me gêne quand on écorche le général Garango. Il est gêné quand vous êtes écorché, votre ami et collaborateur. Parce que ce qu'il dit, votre franc-parler vous a souvent causé des soucis. On prend même sous la période révolutionnaire où vous étiez en résidence surveillée. Et ensuite, quand il y a eu le putsch contre la Mizana, vous aviez dit que en ne respectant pas, en rompant avec le respect de la hiérarchie, les militaires de l'époque venaient d'ouvrir la boîte au Pandore. Et cela vous a causé quelques ennuis. Oui, mais c'est normal. Moi, je n'ai fait qu'indiquer les principes fondamentaux d'une armée. Ce qui est l'épine dorsale d'une armée, c'est d'abord le respect de la hiérarchie. Enfin, si la hiérarchie vaut le respect, ça c'est. Il y a la discipline. Il y a l'esprit de corps, il y a le travail dans l'honnêteté, le courage et dans le sens du général. Si ces principes sont respectés, il n'y a pas de problème. Mais si on ne les respecte pas, on désagrège le principe même de l'armée, où ce sont ces éléments qui sont les plus fondamentaux. Je n'ai fait qu'indiquer que ce qui devrait être en principe pour que l'armée reste une armée républicaine, une armée solide, une armée opérationnelle. Vous aviez alors le flash, c'était une prémonition parce que l'histoire politique du Burkina vous donne raison à ce sujet. Depuis, le Burkina a connu un régime militaire et des sous-officiers ont souvent renversé des grands officiers. Bien sûr, j'ai dit, ça ouvre la boîte à Pandore. C'est ce qui est arrivé quand on regarde aujourd'hui, ce qui est arrivé. C'est la péripétie de l'aventure de l'armée dans la conduite de la nation, ça a été fait à l'envers. Après Césaire-Beau, il y a eu Jean-Baptiste Ouédraogo, ensuite Blaise Compaoré, et tous sont militaires. Voilà, c'est ça. Et quelle est votre réaction par rapport à ce que M. Davara disait tantôt? Il se sent écorché quand vous prenez position. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes mal compris? Vous percevez comme une personnalité mal comprise? Non, mon principe est le suivant. Moi, j'interviens quand j'estime
que l'intérêt national est en cause. Or, il n'y a que les hommes d'action qui ne font pas d'erreur et qui peuvent être appréciés. Donc tous ceux qui pensent, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Et ceux qui ne sont pas d'accord, bon, je ne sais pas leur point de vue, mais en tout cas, mon point de vue n'est pas influencé par autre considération que l'intérêt général et l'intérêt national. Donc j'essaie d'être le plus souvent objectif, impartial et juste. Mais malheureusement, ça ne peut pas être l'avis de tout le monde. Bien sûr. Dans vos mémoires, vous dites que vous n'êtes pas un homme politique. Vous êtes un officier en mission et vous êtes un homme d'État. Quelle est la nuance à opérer entre ces termes? Mais la nuance est très simple. Je ne suis pas un politicien tel qu'on l'entend. Mais je suis un homme politique, c'est-à-dire que je suis dans la gestion politique du pays. Est-ce que l'armée doit rester neutre d'un point de vue politique? Parce qu'on a vu qu'au Burkina Faso, on a eu plein de régimes d'exception. Est-ce qu'à un certain moment, l'armée ne devait pas être neutre d'un point de vue politique? Le principe général, c'est que l'armée doit être neutre pour bien jouer son rôle. Ne peut pas avoir un comportement partisan, ne peut pas avoir un comportement politique, ne peut pas avoir un comportement tribal. Il doit être au service de la nation, au service des institutions, de manière qu'il ne soit pas influencé dans sa mission. Donc je pense que l'État, dans l'armée, si on veut faire de la politique, on quitte l'armée, on va faire la politique. Mais si on fait la politique, on ne vient pas dans l'armée et l'armée doit être toujours neutre. Voilà comment je conçois les choses et je l'ai dit plusieurs fois. Vous avez été ministre des Finances et du Commerce, vous avez été président de la BCEAO, gouverneur du Fonds monétaire international. Est-ce que vous pensez que les pays d'Afrique francophone qui ont en partage le franc CFA sont véritablement économiquement indépendants? Bon, je pense que, comme vous l'avez dit, la partie la plus importante dans laquelle je peux vous parler de ça, vous savez que j'ai été, en tant que ministre des Finances et du Commerce du Haute-Volta, j'ai été le président de la commission, du comité des ministres des Finances de l'UEMOA chargé de la réforme des institutions. Nous nous sommes penchés sur tous ces aspects-là en ayant à l'esprit qu'on laisse autant que possible la possibilité aux États de gérer leurs affaires, de les conduire comme ils le veulent, bien entendu en tenant compte du fait qu'on est interdépendant, surtout en matière monétaire. Et je crois que c'est là que les gens pensent que notre système monétaire nous rend dépendants de... Bon, avant c'était la France, aujourd'hui c'est l'Union européenne. Je crois que non, il faut être réaliste. Quand nous avons fait la réforme, nous avons fait en sorte que les États africains peuvent décider de manipuler leur monnaie quand ils le veulent. Mais la seule condition, c'est que nous sommes dans une union solidaire et qu'il faut mettre tout le monde d'accord pour réaliser cette opération. Et ça ne me paraît pas facile. Quand on regarde la diversité de nos économies et de nos conditions de vie, ce n'est pas facile. Mais nous avons la possibilité de modifier la parité de notre monnaie pour donner l'impulsion que nous voulons à notre développement. Et c'est dans ces conditions que nous avons pensé que pour confirmer le fait que la monnaie ne suffit pas seulement à financer le développement, nous avons créé la Banque ouest africaine de développement qui a été une innovation de la réforme que nous avons faite et qui s'occupe essentiellement du développement des pays de l'UEMOA et de l'intégration de notre zone. Bon, cette institution existe encore et fait son travail pour le mieux qu'il peut. Mais je considère que personne n'est indépendant aujourd'hui. Tout le monde est dépendant de quelqu'un. Mais nous avons quand même un minimum pour diriger nos États. La restriction budgétaire ou la transparence plutôt dans la gestion des affaires financières vous impose une certaine attitude même à domicile. Vous êtes l'un des rares burkinabés à déclarer ses employés, son personnel de maison à la Caisse nationale de sécurité sociale. Est-ce pour vous un impératif? C'est un impératif, je l'ai toujours fait parce que j'estime qu'il y a un système social qui est là et qu'il faut le respecter, ne serait-ce que pour préserver l'avenir de mes employés. Je ne fais qu'appliquer dans la mesure du possible la réglementation qui existe en matière sociale. Je crois qu'il n'y a rien de spécial à cela. Alors, général, plus jeune, quels étaient vos goûts? Qu'est-ce que vous appréciez? Aller danser, aller... Qu'est-ce que vous faites? Je veux parler des loisirs, en quelque sorte. Des loisirs.
Bon, d'abord, sur le plan alimentaire, bon, je n'avais pas de goût particulier, sauf qu'on me rappelle qu'à l'époque, quand on m'appelait pour manger le taux, je disais, c'est-à-dire, je ne mange pas l'herbe. Vous ne mangez pas l'herbe? Donc je refusais de manger, il paraît que je n'aimais pas ça. Mais en bon Bissa, l'arachide quand même. Oui, les mais cacahuètes. vous savez, on fait une fausse réputation au Bissa, parce que vous, vous êtes un spécimen des Gourossi. Or, les Gourossi, un spécimen, effectivement. vous me rendez malade quand vous persistez à dire que les Bissa ne vous doivent rien, dont je suis d'ailleurs, ne vous doivent rien, et que nous ne sommes pas supérieurs aux Gourossi. Mais je vais vous donner des exemples. Quand j'ai été le président d'honneur de la journée communautaire pour le développement et l'intégration des peuples à Koudougou, le Premier ministre Luc Adolphe Tiao était le coparrain. Mais il s'est défaussé, il n'est pas venu. Et nous avons continué les manifestations et j'ai dit que vous ne connaissez pas l'histoire socio-culturelle entre les Bissa et les Gourossi. Les Gourossi sont des voleurs. Ah bon? Oui, parce que quand notre cousin Samo nous a confié la tête de chien, nous l'avons donné à un rapace Gourossi avec sa femme en disant, bon, vous gardez ça, quand nous viendrons, on va partager. Et quand nous sommes venus, la tête de chien avait disparu. Donc nous n'avons pas eu de chercher, nous le réclamons à tout moment. Même jusqu'à la tombe, nous allons vous réclamer cette tête de chien qui est emblématique. Je précise. Après, bon, nous sommes supérieurs. Oui, nous avons été au match. Ben, nous avons battu à chaque fois les Gourossi. Ça a été la même chose dernièrement à Tankodogo, quand j'ai été pour le patronage de la 8e rentrée de la RTB. Nous avons encore battu les Gourossi. Donc vous voyez, dans tout temps, vous êtes redevables à notre égard et nous sommes supérieurs à vous. Il faut donner l'impression au Bissa d'être heureux. Quand l'esclave travaille trop, pour lui faire plaisir dans les champs, dans le contexte de loisirs, on laisse mener pour qu'il se sente heureux. C'était la parenthèse à plaisanter. Et je précise aussi à ceux qui ont vu le jardin du général que quelque part vous avez une vaste plantation d'arachides. Félicitations pour votre champ d'arachides enfoui dans les fleurs. Invisible. Dans une lettre confidentielle datant du 23 décembre 1975 et adressée au président Sangoulé Lamizana, vous avez souhaité être déchargé de vos fonctions parce que vous étiez fatigué, surmené. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'époque? Ben, vous avez vu le travail que l'on faisait, c'est tout à fait normal physiquement, parce que le travail ne se faisait pas seulement sur place. J'étais obligé de me déplacer à tous les coins du monde. Tout ça, ça finit par être harassant. Et puis deuxièmement, compte tenu du temps que je suis resté, il fallait quand même une alternance pour mettre d'autres qui puissent peut-être mieux faire que moi. Pour toutes ces raisons, il vaut mieux, pour l'efficacité même du travail, qu'on mette quelqu'un, enfin on me change et qu'on me donne un poste beaucoup moins harassant. Et vous avez dit que vous souhaiteriez qu'on vous affecte hors du Burkina et hors de l'Afrique. Vous voulez aller en Europe, précisément, vous avez été par la suite ambassadeur en Allemagne. En Allemagne, oui. Ensuite aux États-Unis. Aux États-Unis. Et vous vous êtes bien reposé alors pendant ces périodes. C'était quand même des charges. Ce n'est pas les mêmes activités. Quand on est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, quand j'étais par exemple en Allemagne, j'avais des compétences sur la Suisse, l'Autriche, la Yougoslavie, ainsi de suite. Bon, c'était des activités qui sont permanentes à Bonn, mais on n'allait pas tous les jours faire du travail. Il y avait des réunions, ainsi de suite. Bon, après, j'ai été aux États-Unis, ça a été la même chose. L'ambassadeur n'est pas toujours en train de courir à droite et à gauche. Il doit pouvoir assurer la représentation de l'État, du chef de l'État, par son travail, par sa prestance, par son comportement et par l'efficacité qu'il apporte. Donc par conséquent, c'est quand même moins pénalisant que le travail que je faisais comme ministre des Finances et du Commerce. Au vu de toutes ces occupations, la question qu'on peut vous poser maintenant, c'est de savoir quel temps vous avez pour la famille. Vous n'avez jamais eu de temps pour votre famille? Là, évidemment, oui. C'est la famille qui est pénalisée puisque je ne suis pas à côté de ma famille. Les circonstances ne permettent pas que nous soyons
toujours ensemble, d'abord parce que les conditions ne sont toujours pas remplies pour la scolarisation des enfants, ainsi de suite. Donc ça crée des séparations. Et bon, nous avons fait ce que nous avons pu. L'essentiel étant de faire en sorte que les enfants puissent assumer plus tard. On enverra la facture à la communauté Bissa. Votre fille et votre femme, nous les suivons. On a suivi à peu près le même chemin, mais on s'est connus très très tard. Parce que lui, il était, la même année, nous sommes rentrés à l'EPS des jeunes filles et lui à l'école des enfants de troupe. Seulement, vous savez, à l'époque, on ne se rencontrait pas. Même au cours des promenades, on ne se rencontrait pas. Même en France, nous étions à un moment donné dans la même ville à Paris, mais on ne s'est jamais rencontrés. C'est à Ouaga, quand il a été ministre ici, que nous nous sommes rencontrés, mais enfin, lui était ministre, bon, moi j'étais directrice des affaires sociales, donc on s'est connus ici. Il est très famille, il essaie toujours de comprendre et il essaie de discuter, peut-être pas assez. Et avec ses enfants aussi, il était très ouvert. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est, par sa formation militaire, il ne s'ouvre pas suffisamment, je trouve, et il ne discute pas au moment où on a besoin. Alors là, c'est un peu difficile. C'est un père très rigoureux, très strict, très volontariste, qui a eu beaucoup d'ambition pour ses enfants. Donc il nous a poussés dans nos études, il nous a poussés à respecter les gens, à respecter nos engagements, à avoir une certaine discipline de vie. Comme on avait les cheveux crépus, pas tellement crépus, et qu'on refusait que notre mère nous touche, donc c'est lui qui se mettait le dimanche matin à à traiter nos cheveux de façon à ce qu'ils soient plus embroussaillés avant d'aller à la messe. Voilà. Et après la messe, on avait droit à la glace qui était autorisée une fois par semaine. On avait une enfance très, bien que nous étions des enfants de ministres, une enfance très stricte, très simple, sans exagération, et une vie où on nous apprenait qu'un franc est un franc et qu'il fallait faire très attention. Voilà papa, je voulais te remercier avant tout pour l'éducation que tu m'as donnée, ainsi qu'à Brigitte. Tu nous as appris la rigueur, le respect des autres, nous a appris à savoir nous défendre par nous-mêmes face à l'adversité. Et aujourd'hui, je t'en suis reconnaissante, même si lorsque nous étions jeunes, j'en ai un peu souffert, comme tous les enfants. Mais aujourd'hui, face aux problèmes que l'on rencontre aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle, on peut faire face à ces obstacles et nous permettre d'en sortir sans trop de dommages. Alors, votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre, oui. Votre fille et votre épouse qui s'expriment. Mon épouse, je pense que nos relations, on peut l'intituler « Destin parallèle vers un destin commun ». Destin parallèle vers un destin commun. C'est ce qui n'est pas normal. Donc destin commun, destin parallèle, pourquoi? Comme elle a expliqué tout à l'heure, nous étions ensemble à Bingerville en même temps. Nous faisions les mêmes études et nous avons la même formation. On ne s'est jamais rencontrés jusqu'à passer le CEPS à l'époque. CEPS, c'est le certificat d'études primaires supérieures. Et bon, elle a bien réussi parce que quand je regarde l'arrêté du gouverneur à l'époque, du centre d'Abidjan, elle était première de l'école des jeunes filles de l'EPS sur 13. Et moi, j'étais 25e sur 60 chez les garçons. C'est là que... Bon. Après, nous sommes allés en France. Chacun de son côté. Moi, je suis dans l'armée. Elle a continué. En France, on fréquentait les mêmes lieux sans se rencontrer. Le bal
Comme vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait, il y avait le bal, il y avait les soirées, tout ça. Mais on ne s'est jamais rencontrés. Et ce n'est qu'en 1970, quand je suis revenu de France, bien sûr, jeune officier fringant, fier, que nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Donc ça fait 44 ans qu'il a fallu pour qu'on se rencontre. Donc vous voyez, c'est toute cette histoire. Bon. La fille. La fille, comme elle l'a dit, elle a été ressentie par ma fonction, l'ambassadeur. Je ne pouvais pas les amener partout, donc par conséquent, je n'ai pas pu être aussi près d'elle pour assurer la compréhension, le sentiment de famille et tout ça. Et ça s'est répercuté sur eux. Mais regardez, ma fille, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous a bien dit, voilà ce qu'elle me dit. Cher papa, je profite de la fête des pères pour t'écrire ces quelques mots. Tu as assumé ton rôle et continue de le faire à ta façon, avec beaucoup de fermeté et de rigueur. Il m'arrive toujours de te trouver très sévère, surtout pour ceux qui te sont chers, tout en pensant que tu as certainement de bonnes raisons de le faire. Tu es mon père. Et qu'est-ce que j'ai répondu à ma fille? Je lui dis, je te remercie d'avoir pensé à me souhaiter la bonne fête de père. Je prends acte de ton appréciation sur mon comportement. Mais tu dois savoir qu'il est trop tard pour moi de changer à l'âge où je suis. Et que je n'ai jamais en mauvaise part. Et qu'il faut donc me prendre comme je suis. Et éviter d'offenser son père par des comportements irrespectueux à son égard qui ne portent pas bonheur aux enfants qui s'affranchissent de cette règle de conduite sacrée. Il est trop tard pour vous d'être un papa gentil. C'est trop tard. C'est trop tard. Trop tard. Mais non, je suis gentil. Que 87 ans bientôt. Oui, mais vous savez, nous éduquons nos enfants pour qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Bon, on n'est pas ensemble. Bon, chaque fois que l'occasion se présente, je me comporte en père. Il y a le code de la famille qui est là, bon, mais on le respecte. Mais je ne peux pas faire autrement. Enfin, mon cœur est avec elle. Tous mes sentiments sont intacts. Elle reste fière de vous en tout cas. Oui. À présent, la rubrique cliché. Alors là, général, vous êtes avec le premier ministre de l'époque sous Sangoulé Lamizana. Il s'agit de Gérard Kango Ouédraogo. Voilà. C'était à quelle occasion exactement? Premièrement, son Excellence Gérard Kango Ouédraogo était mon premier ministre. Et chaque année, il y a des décorations qui se font sur la place de la Nation. Et c'est à cette occasion qu'il m'a élevé au grade d'officier général de notre décoration. Donc à l'époque, j'étais officier général. Officier général. Ouais. Vous êtes en compagnie du président Ronald Reagan. Reagan et son épouse. Président des États-Unis. Président des États-Unis. Moi, j'étais ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire aux États-Unis. C'est au cours d'une réception à la Maison Blanche que nous avons pris cette photo. Alors là, général, vous êtes fringant. Ah, vous êtes fringant. Avec la gourmette toujours au poignet. Au poignet. Et le costume taillé sur mesure. Absolument, oui. J'avais un tailleur spécial à Cologne qui faisait mes costumes. À Cologne, en Allemagne. Quand j'étais ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire en Allemagne, il me faisait mes costumes. Je ne les ai plus parce que c'est dépassé. Enfin. Mais ça ouais, ouais. Donc je représentais. Vous représentez. J'impressionnais. Comme les jeunes. J'impressionnais. Parce que c'est l'une des qualités des ambassadeurs. Il faut qu'ils soient bien présentés, qu'ils soient respectés, distingués en toutes circonstances. Et séducteurs. Ah, séducteurs. Un peu quand même. Pas seulement les dames, mais nos partenaires aussi. Séduire les partenaires pour avoir plus de fonds pour le pays. Absolument, oui. Et là, ça c'était le 17 mai 1996. C'est le démarrage des activités du médiateur du Faso
au Burkina Faso. Et là, vous êtes au niveau du siège? Je suis au siège, puisque vous savez, quand le médiateur a été créé, il n'y avait rien, c'était ex nihilo, il n'y avait rien. Donc il a fallu 2 ans pour faire surgir cette institution, la rendre sa visibilité sur le paysage politique. Et quand ça a été fait, nous avons fait le démarrage des activités le 17 mai 1996. Et vous avez votre fille à vos côtés? Oui, ma fille, oui. À l'époque, on avait invité les amis et connaissances. Et c'est ma fille qui est à côté de moi, là. Charles Konan Banny, ex-gouverneur de la BCEAO et également ex-premier ministre de transition du gouvernement de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui vous lie exactement? Ben, 2 choses. Comme vous l'avez dit, j'ai été président de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et après lui, j'étais encore jeune, hein, et puis après lui, il est devenu gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et il avait organisé pour revoir les réformes que nous avions faites en 1976, si ça correspondait encore. Donc il y a eu une réunion et bon, nous avons repris contact. Et quand il est venu ici, bon, mais on s'est rencontrés chez moi. C'est cette photo que vous voyez, c'est dans ma cour là. C'est dans votre cour? Dans ma cour, et il m'a offert un grand tableau qui est dans le salon. Alors, qui est le monsieur avec le boubou à vos côtés? C'était à quelle occasion exactement? C'est Elhadj Kanazoué, qui était président de la Chambre de commerce. Oumarou Kanazoué. Oumarou Kanazoué, qui était président de la Chambre de commerce. Je crois que nous sommes allés chez lui à Pissy, là, où il avait donné une réception pour le Nouvel An, je crois. Ah bon, vous aimez la danse? Ah oui, oui, oui. Et vous êtes avec madame? Ben oui, vous voyez. Puisque la seule activité que nous avons dans l'année, c'est le bal des anciens enfants des troupes, dont j'étais le président. Donc bon, j'avais l'obligation d'y aller chaque année. Donc là, nous allions là. Et d'ouvrir par moment le bal? Ah ben bien sûr, c'est forcé, ah oui. Et puis après de pratiquer. Quelles sont les musiques que vous aimez à l'époque? Bon, se joue même il y a la musique cubaine, bon, il y a la musique africaine, la rumba, le cha-cha-cha. Indépendant cha-cha-cha, vous l'avez dansé? Oui. Alors, tout ce genre de musique, quoi. Au plan local, quels sont vos artistes préférés? Bon, mais vous savez, c'était le reggae, tout ça. Mais le reggae, pour mon âge, c'était un peu exigé. Donc, vous aimez beaucoup Bob Marley? Oui, en chanson. Ça ne fait pas esprit un peu rebelle quand même, pour l'autorité que vous étiez? Ben non, pas du tout. Ou c'est le militaire qui... Oui, c'est ça. Alors, on va passer aux questions classiques. Merci pour ces témoignages et à travers ces photos que nous avons présentées aux téléspectateurs. Les questions classiques pour boucler cette émission. Quel était l'événement le plus heureux? Ou quel est l'événement à ce jour le plus heureux de votre existence? Bon, on ne peut pas raisonner en termes d'unicité dans la vie, hein. Il y a eu des événements qui sont plus heureux les uns que les autres. Mais en tant que militaire, ce qui m'a marqué, c'est quand, en 1952, je crois, au Cambodge, quand j'étais au Cambodge, nous avons monté une opération contre le Viet Minh. Nous sommes arrivés dans la plaine qu'on appelle la plaine des Joncs. Et la plaine des Joncs, c'est des rizières. Et bon, mais nous n'avions pas d'autres renseignements, nous nous sommes engagés dans la rizière. Et en fin de compte, les rizières, c'était les Viet Minh qui étaient sous la paille et plongés dans l'eau. Et ils avaient des gens de tuyaux là pour respirer. Et bien, nous sommes tombés dans le piège. Mon voisin, qui était un Français, un Sénégalais, a été tué sur le coup. Et nous avons pu le récupérer et retourner. Ça a été un événement dramatique et j'ai eu beaucoup de chance puisque nous étions complètement encerclés. Bon, ça, c'est un événement quand même qui vous a marqué. Qui m'a marqué. Voilà. Quel est l'événement le plus triste alors? L'événement le plus triste, naturellement, c'est ma fille aînée qui est décédée le 6 mai 2011 là, en France. Bon, de maladie, évidemment.
c'est toujours un événement grave pour une famille, quoi. Ok. Alors, regrettez-vous certaines facettes de votre existence? S'il y a des choses que vous deviez changer dans votre vie, ça allait être quoi exactement? J'aime les défis et puis la construction, la reconstruction. Les défis, j'aurais aimé être pilote, puisque j'étais dans l'armée de l'air. Parce que pilote d'avion, surtout en temps de guerre, ça, il faut de la performance, il faut du courage et il faut beaucoup de sentiments de soi-même, d'abandon de soi-même. Donc c'est vraiment le défi que l'on fait. Et j'aime la reconstruction parce que c'est toujours bien de construire. J'aurais voulu être chirurgien. Chirurgien, déconstruire et construire un corps humain, c'est quand même pas une mince affaire. Et ça, c'est toujours positif. Voilà. Vous avez été un chirurgien dans les finances. En reconstruisant, découpant par là, en diminuant les salaires par là, en remontant par un édifice. Donc vous avez été un chirurgien. Un chirurgien. Mais peut-être que c'est une prémonition aussi. Quand les gens parlent de garangose, il y a quand même une consonance un peu médicale dedans. Oui, j'ai l'impression, oui. Ouais, bien sûr, il faut rafistoler, il faut couper, ajuster, ainsi de suite. Et surtout que pour soigner, il y a un remède. Ah ben bien sûr, il y a le remède, oui, mais il faut le trouver justement. CFA. Oui, mais il faut le trouver, le remède. C'est pour justement trouver ce remède. Pour lutter contre la garangose, il fallait quoi? La céphaïne. La céphaïne. Voilà. Voilà, cette faïne, il fallait trouver cette céphaïne. Voilà, donc vous avez été chirurgien à votre manière. Alors, confronté à une difficulté majeure, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes confronté à une difficulté majeure, quasi insurmontable. Qu'est-ce que vous faites? Quasi insurmontable, toute difficulté est surmontable. Ça, il faut le faire. Et comme vous le savez, ma devise, toujours agir, ne jamais subir. C'est votre devise. Voilà, c'est ma devise. Et j'ajoute même, comme si on ne devait jamais mourir. Donc, ça veut dire tout. Donc, s'il y a un obstacle, il faut essayer de l'enlever et de le faire. Et on arrive toujours par la volonté et par le courage, le travail, la discipline, la rigueur. C'est pourquoi je dis aux jeunes, c'est l'occasion. Quel est votre message pour la jeunesse burkinabé dans son ensemble ou aux jeunes d'une façon plus générale? Moi, j'ai dit aux jeunes, la seule chose qui vaille, c'est travailler, toujours travailler dans la discipline, dans la rigueur, dans l'honnêteté, dans l'efficacité et dans l'intégrité. Si vous faites ça, vous le faites bien sûr avec beaucoup d'humilité. Si vous faites ça, vous allez réussir votre vie. Et je crois que ça, c'est le plus important. Voilà qui est bien dit. Nous devons toujours agir et ne jamais subir. Nous allons terminer cette émission. D'habitude, nous avons une citation. Mais étant donné que vous avez écrit un livre et que vous avez tellement de citations, dit tellement de choses, nous allons revenir sur un extrait, un bout de ce que nous avons entendu en début de mission, où vous dites exactement ceci. Il n'y aura jamais de paix, de tranquillité et de stabilité politique et sociale dans un pays où règne le désordre financier et l'incohérence économique. Alors, merci Général de nous avoir reçus chez vous. Merci. Merci de nous avoir ouvert votre résidence et surtout votre cœur. Et nous prenons congé des téléspectateurs en leur disant qu'il est possible d'en savoir davantage sur le Général, 3 étoiles, en lisant son livre, ses mémoires, des discours, vous retrouverez dans ce document préfacé par Zéphirin Diabré. Voilà. Merci de nous avoir reçus chez vous et nous vous souhaitons longue vie. Moi, je vous remercie d'avoir bien voulu m'approcher pour cette émission qui est quand même très importante parce que ça permet de connaître comment nous avons fonctionné de notre temps et ça rend service aux jeunes générations que nous avons actuellement et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement complexes et extrêmement impitoyables. Et je crois qu'il faut, comme je l'ai dit, travailler pour lever toutes ces contraintes-là. Et je leur souhaite beaucoup de chance dans leur vie et beaucoup de réussite. Et surtout, merci pour l'enseignement, la leçon d'humilité
prodigué aux téléspectateurs de la télévision BF1. Nous vous retrouvons dans un prochain numéro et aussi bravo à l'équipe technique de cette émission qui a abattu un travail énorme durant la production de ce numéro.